Dans cet exercice, vous allez de nouveau utiliser un support teinté dont la tonalité constituera la valeur locale du sujet. Cependant, le sujet que vous allez reproduire étant un visage, il présente des difficultés supplémentaires. Il nécessitera en effet davantage de précision pour représenter les formes et les subtiles nuances de valeurs. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin du matériel suivant. Un support de dessin et de l'adhésif de peintre, une feuille de papier teinté de préférence d'une teinte moyenne, gris ou beige, 2 crayons pastels, un noir ou un sépia et un blanc, ainsi qu'un cutter, un affûtoir, une gomme ITPA et une règle graduée d'une 30aine de centimètres. Le temps de réalisation pour cet exercice est d'au moins 1 heure, voire 1h30 ou plus. Le modèle que j'ai choisi pour cet exercice est un superbe portrait de jeune fille de la tribu Hopi réalisé en 1922 par le photographe ethnologue Edward Curtis. Edward Curtis a entrepris entre 1907 et 1930 de faire l'inventaire des 80 tribus d'Amérindiens existantes sur le continent américain. Il a ainsi recueilli de multiples enregistrements sonores de chants ainsi que plus de 50 000 photographies sur verre afin de garder une trace de la culture de ces tribus autochtones. Ce portrait est un excellent sujet pour cet exercice consacré à la valeur locale. En effet, la photographie originale a été réalisée sur verre et le tirage sépia a jauni avec le temps. L'image présente donc une valeur moyenne sur l'ensemble du portrait et des contrastes bien marqués ainsi que des contours imprécis. Ces caractéristiques vont donc vous aider à réaliser ce portrait où les valeurs moyennes seront simulées par la teinte du support, les ombres traitées au crayon noir et la lumière par de légers ajouts de blanc. Imprimez le modèle correspondant à la teinte de votre support et fixez-le sur la gauche de votre planche à dessin avec à sa droite votre feuille de papier teinté. Prenez ensuite quelques instants pour observer le modèle afin de déterminer une mesure étalon et vos repères de construction. J'ai pour ma part choisi la hauteur du nez comme mesure étalon car cette partie du visage est un élément important, mais vous pouvez choisir un autre élément étalon. Comme je souhaite reproduire ce modèle à l'échelle 1, j'ai reporté cette mesure de 36 mm directement sur ma feuille. J'ai ainsi reporté cette mesure 6 fois dans la hauteur. Ces repères horizontaux vont me permettre de repérer bien évidemment le haut et la base du nez, mais aussi le haut de la paupière et la base du menton, ainsi que le haut du front et l'oreille et accessoirement l'arrière du cou. Les lignes du bas et du haut ne correspondent à aucun élément particulier, mais elles m'aideront néanmoins à estimer les proportions de la coiffure et de la tunique. J'ai ensuite reporté ma mesure étalon 5 fois dans la largeur. Ces nouveaux repères verticaux me seront utiles pour repérer le bout du nez, ainsi que l'arrière de l'œil et de la bouche, mais aussi le bord de la coiffure et la pointe du nez de l'ombre à l'avant du visage, ainsi que l'arrière de l'oreille et la tresse sur la tête. Une fois vos repères sélectionnés et reportés sur votre feuille, prenez votre crayon noir ou sépia et commencez à dessiner le cadre ajusté de ce portrait. Pour vous aider à visualiser ces lignes s'appuyant sur des points prédominants, vous pouvez utiliser le modèle 3. Lors de la réalisation de votre cadre ajusté, utilisez votre grille de repères pour dessiner et n'hésitez pas à utiliser des mesures directionnelles pour contrôler l'inclinaison des lignes. Lorsque vous aurez tracé toutes les lignes de votre cadre ajusté, reprenez votre dessin en affinant vos tracés afin d'obtenir un cadre enveloppe. Prenez votre temps pour réaliser votre cadre enveloppe car le résultat final de votre dessin avec l'ombrage dépend très largement de la justesse de ces tracés. Vous pouvez faciliter cette opération en ajoutant des divisions à votre grille de repères, notamment sur la partie du visage comportant l'œil, le nez et la bouche. Ces éléments sont en effet à la fois suffisamment importants et délicats à dessiner pour nécessiter des repères supplémentaires. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur la construction d'un dessin,
l'utilisation de mesures étalons, la réalisation des cadrages et la prise de mesure, reportez-vous au volume 2 des clés du dessin. Une fois le tracé des contours internes et externes terminé, prenez un peu de recul afin de contrôler et corriger votre dessin. Prenez ensuite votre gomme mie-de-pain pour effacer les traits de construction. Puis, toujours à l'aide de votre crayon noir ou sépia, dessinez la forme des ombres afin d'obtenir le dessin du clair-obscur. N'hésitez pas à recourir à la vision les yeux mi-clos ou à un miroir noir pour visualiser les principales masses d'ombre. Efforcez-vous de visualiser la limite des zones d'ombre et leur forme. Ne vous préoccupez pas des valeurs moyennes qui seront principalement restituées par la teinte du papier. Délimitez et remplissez d'une valeur sombre les masses d'ombre comme s'il s'agissait de formes planes découpées. Considérez chaque zone comme une forme abstraite parfaitement délimitée. Classez les valeurs visibles sur le sujet en seulement 2 catégories, claires ou obscures. Tracez des segments de droite afin d'obtenir une version schématique de ces formes d'ombre. N'hésitez pas à utiliser les diverses formes de mesure pour vous aider dans cette opération. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas des détails et placez une valeur sombre sur l'ensemble des zones d'ombre que vous avez délimitées. Vous pouvez éventuellement distinguer les ombres denses des ombres moyennes, mais ne cherchez pas à obtenir les valeurs exactes des diverses zones tout de suite. Appliquez votre crayon régulièrement et superposez les traces pour couvrir progressivement les zones d'ombre en appuyant modérément sur la mine de votre crayon afin d'éviter de marquer le papier. Une fois le clair-obscur de ce portrait terminé, prenez une nouvelle fois du recul pour contrôler et corriger votre dessin. Poursuivez ensuite votre dessin en ajoutant les valeurs moyennes plus sombres que la teinte de votre papier. Selon la valeur de votre papier, ces valeurs moyennes pourront être plus ou moins présentes, voire pas nécessaires si votre papier a une teinte suffisamment sombre. En effet, sur un papier de valeur claire comme celui que j'ai utilisé, votre dessin comportera une majorité de valeurs sombres et de rares ajouts de blanc. A l'inverse, sur un support de valeur sombre, seul le clair-obscur sera traité avec le crayon foncé et l'essentiel des valeurs claires seront obtenues avec le crayon blanc. Enfin, sur un support d'une teinte moyenne, les diverses valeurs seront obtenues de manière relativement égale avec les crayons clairs et foncés. Ceci est valable pour des supports gris, mais aussi pour des papiers beiges avec des ombres réalisées au crayon sépia. Appliquez les valeurs des ombres claires progressivement sans appuyer sur la mine de votre outil. N'hésitez pas à utiliser votre gomme mie-de-pain pour atténuer les valeurs trop sombres. Il est probable qu'à cette étape, vous ayez besoin d'ajuster le clair-obscur en précisant davantage le dessin de la forme des ombres et la tonalité des valeurs. Complétez ainsi le travail des ombres en restituant les valeurs respectives de chacune des zones de manière aussi précise que possible. Là encore, prenez votre temps et augmentez progressivement les valeurs sans jamais appuyer trop fortement sur votre crayon. Lorsque l'application des ombres claires et des transitions sera terminée, vous pourrez aborder la réalisation des lumières. Dans mon cas, mon support étant relativement clair, cette opération a consisté à simplement ajouter quelques éclats de lumière. J'ai donc placé un blanc léger sur le bas de la paupière supérieure ainsi que sur la pointe et l'aile du nez. J'ai ensuite éclairci légèrement la partie sous le nez afin de rendre le bord de l'ombre portée plus marqué. J'ai enfin ajouté un léger éclat sur la lèvre inférieure et j'ai également appliqué un peu de blanc sur la pommette et le creux de la joue. Il est possible que selon la valeur de votre papier, vous deviez travailler davantage les lumières que moi. Dans tous les cas, n'oubliez pas que c'est la valeur de votre papier qui représente la valeur locale. Vous devez donc vous référer à cette valeur étalon pour estimer la densité des valeurs des diverses ombres et lumières visibles sur ce portrait. Voilà, la réalisation de ce portrait sur un support teinté d'après la photographie d'Edward Curtis est à présent terminée. Je vous invite donc à passer à la conclusion de cette leçon. La valeur locale étudiée dans cette leçon constitue une première valeur repère
auxquelles vous pouvez confronter les différentes valeurs visibles sur un sujet. Associé à la valeur claire des parties éclairées et à la valeur foncée des ombres, ce trio constitue ainsi la base d'une gamme de valeurs étalons. Ces trois valeurs repères serviront à estimer l'intensité des valeurs intermédiaires. Cette tâche, bien sûr, ne sera pas aussi facile qu'elle n'y paraît, car la perception de la luminosité des valeurs reste assez délicate. Cependant, de la même façon qu'il est possible de contrôler la construction d'un dessin en utilisant divers types de mesures, vous verrez qu'il existe certaines méthodes pour vous aider à apprécier les valeurs visibles sur un sujet. En attendant, retenez bien la clé de cette leçon. Utilisez la valeur locale comme étalon en la combinant avec le clair-obscur est la meilleure façon de débuter l'ombrage d'un dessin. Vous venez de voir comment la valeur locale, cette valeur intermédiaire entre la lumière et l'ombre, peut vous aider à déterminer l'intensité des valeurs extrêmes. Cependant, vous avez certainement constaté que restituer les valeurs intermédiaires servant de transition entre l'ombre et la lumière n'était pas si évident que cela. Nous allons donc poursuivre notre étude de la lumière et des diverses façons de transcrire les valeurs visibles sur un sujet en utilisant une gamme de valeurs étalons plus étendue. Vous apprendrez ainsi à compléter le trio de valeurs de base que sont la valeur locale, l'ombre du clair-obscur et les valeurs claires par d'autres valeurs étalons. Cette gamme de valeurs servant de repère, nommée l'échelle tonale, est en effet l'une des clés de la réussite de l'ombrage d'un dessin. Voilà, cette leçon sur la valeur locale est à présent terminée. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous rapporter une citation du peintre Paul Cézanne. L'ombre est une couleur comme la lumière, mais elle est moins brillante. Lumière et ombre ne sont qu'un rapport de deux tons. Voilà, je vous laisse méditer cette pensée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon en vidéo. À bientôt!